Le fait qu'un État, une armée ou une unité de l'armée change intégralement son système de chiffrement, ça veut dire qu'elle est sur le point de lancer une opération. Et c'est ce qui se passe en 1918. Il y a ce que les Allemands appellent l'offensive Michael. Cette offensive-là, elle s'accompagne d'un changement complet de système de chiffrement de campagne allemand. Et ça fait paniquer les Français. Parce que si on veut pouvoir être en mesure de dire aux unités sur le front « Faites attention, l'attaque va avoir lieu à tel endroit » parce qu'on a réussi à lire l'ennemi, il faut réussir à le lire. Or, à cette période, au 21 mars 1918, moment où l'offensive se lance, les Français ont vu qu'il y avait un changement, donc ils ont pu indiquer aux gens sur le front « Faites attention, ça risque de devenir un peu compliqué », sauf qu'on n'arrive pas à lire les Allemands pendant un mois. Les coopérations internationales des chiffres français et britanniques, militaires et navals pendant la Première Guerre mondiale. Ma thèse est une thèse en histoire des relations internationales, en histoire militaire, en histoire des techniques et en histoire du renseignement. Au sein de cette thèse, j'ai deux grosses questions. La première, c'est ces services du chiffre qui émergent pendant la Première Guerre mondiale. Est-ce qu'il y a un seul type de service qui émerge? C'est-à-dire, est-ce que quand on regarde et qu'on compare entre les Français et les Britanniques, en prenant déjà deux pays à peu près proches et dans le même camp, est-ce que c'est la même structure, le même mode de recrutement, le même rapport à la hiérarchie, la même intégration dans l'appareil de renseignement, c'est-à-dire l'ensemble des services de renseignement qui existent à cette période. Donc ça, c'est la première question, c'est une question très institutionnelle et très structurelle. Ma deuxième question, c'est une question qui donc là touche beaucoup plus aux relations internationales et au fonctionnement du renseignement, c'est une question de coopération secrète. C'est comment est-ce que les Français et les Britanniques travaillent ensemble sur un sujet ultra sensible parce que ultra secret pendant la Première Guerre mondiale. La méthode historique que j'ai appliquée, c'est je suis partie des archives. J'ai fait en sorte d'avoir autant d'archives françaises que d'archives britanniques. Donc les archives, c'est à la fois des documents administratifs, donc des notes de service, des rapports, des lettres de nomination également. C'est des états de service aussi, avec donc des listes de noms de personnes qui travaillent dans différents services. Donc ça, dans les archives privées, il y avait deux types principaux de documents que j'avais trouvés, qui étaient des mémoires, donc les souvenirs des anciens du chiffre qui écrivaient. Il y avait aussi des correspondances privées, qui étaient assez attendrissantes en vrai à trouver. Le problème avec les archives secrètes, c'est que les archives secrètes sont souvent lacunaires. Les archives du chiffre, elles sont lacunaires à bien des égards. Elles sont lacunaires déjà parce qu'il y a des documents que j'ai jamais pu trouver, qui ont existé pendant la Première Guerre mondiale, mais qui ont été détruits entre-temps. Et donc c'est pour ça aussi que le recoupement des sources est important, que ce soit des sources privées ou des sources publiques. Faut trouver un moyen justement de reconstituer. Donc pour le premier axe était un axe comparatif et je posais la question de est-ce qu'il y a un type de service et un type de profil de recrue. Et là-dessus, en comparant donc les services français et britanniques et puis les services des armées de terre et des marines, ça m'a permis de constater que rien que pour ces deux pays, on n'a pas du tout le même service. Il y a des choses qui se ressemblent, c'est-à-dire qu'il y a un chef, il y a des unités. Plus le service augmente en termes d'effectifs, plus il est possible de diviser en équipes. Mais après, il y a des choses qui changent beaucoup et qui vont vers des évolutions qui ne sont pas les mêmes après la guerre. Les Britanniques ont deux services qui coopèrent ensemble très tôt dans la guerre. Et donc, il y a un fonctionnement qui est complètement différent parce que les priorités ne sont pas du tout les mêmes. Alors déjà, faire une thèse en histoire, ça sert à établir des faits, clarifier des situations qui sont mal connues, peu connues, voire qui sont mystifiées dans un sens. Et là-dessus, je pense que l'histoire du renseignement a justement aussi pour vocation de démystifier tout un tas de pratiques. Quand j'ai décidé de faire cette thèse, j'avais des questions que j'avais envie de voir répondues. Donc c'était ça. C'est aussi mieux comprendre les services du début du XXe siècle pour identifier aussi les processus qui potentiellement ont participé à leur évolution
et aussi pour constater qu'il y a des enjeux du début du XXe siècle qui sont encore actuels. La question du secret, toujours actuelle. La question du recrutement, toujours. La question de la circulation des informations entre les services de renseignement, capitale, toujours présente, capitale. Donc il y a ça aussi. C'est pas parce qu'on parle de quelque chose qui a 1 siècle, 2 siècles, 2 millénaires, qu'on ne parle pas de la société actuelle, en fait.